Salut tout le monde, bienvenue de retour déjà sur le petit plateau. Nous en sommes toujours dans ce Tour de France 2025. Cette fois-ci, c'est la deuxième journée de repos, avec une semaine forcément un peu raccourcie, mais qui n'a pas été avare en spectacle, en coup d'éclat. Et pour débriefer cette deuxième semaine, eh bien, comme chaque semaine, j'accueille Damien. Salut Damien. Salut Romain, salut tout le monde. Et alors, sur le petit plateau, on a la chance aujourd'hui d'avoir un invité. Il s'agit de Val du compte Sans Oreillette. Salut Val. Salut, salut. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Très content de prendre part à ce podcast pour débriefer de cette deuxième semaine du Tour. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Et justement, comme tu as la parole, je vais te la laisser. On va rentrer directement dans le vif du sujet. On va faire un petit jeu, c'est-à-dire que sur une cote sur 10, quelle serait la tienne pour cette seconde semaine, ou peut-être, si tu préfères plus généralement, sur ce début, cette ces deux premiers tiers finalement du Tour de France 2025. Bah, elle serait relativement bonne, mais sans tomber dans l'exceptionnel. Je pense qu'on a déjà vu des débuts de Tour de France plus excitants que celui-là. Déjà parce qu'on la haute montagne est donc arrivée assez tard dans ce Tour de France. Donc voilà, peut-être aussi que ça a pu limiter un petit peu le spectacle, même s'il y en a eu pendant les deux premières semaines. Et peut-être le manque de variété dans les équipes. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir au cours de ce podcast, mais dans les équipes qui ont brillé et dans les scénarios sur toute course, je pense que c'est ce qui va limiter la course, enfin la note. Donc sur une échelle de 1 à 10, je pense que je mettrai la note de 5, 6, enfin c'est peut-être 5,5, 6 sur 10. Et sur cette deuxième semaine, elle a extrêmement bien commencé avec l'étape de Toulouse qui avait été fantastique. Franchement, on a été un peu sur les routes en plus, donc c'était chouette à voir. Après, bon, le triptyque pyrénéen avec une domination à laquelle on s'attendait, faut bien être honnête. Donc voilà, je pense pas qu'on puisse non plus totalement baisser la note à cause des scénarios qu'on a connus. Puis une étape du jour, juste avant la journée de repos, qui a eu un scénario plutôt décousu, mais qui finalement a quand même été fidèle à ce qu'on en attendait, c'est-à-dire une course courue à 100 à l'heure. Donc ouais, je dirais voilà, plutôt un bon plus sans qu'il ne soit exceptionnel, on va dire. Donc si, Ouais. ça me paraît bien. Damien, c'était, je pense, justement ta cote de mémoire après une semaine de course. Six et Euh, demi j'étais, ouais. 6,5. Ouh, est-ce qu'elle est descendue? Est-ce qu'elle est montée? Qu'en Ah, est-il? non, moi les montées, on s'est fait Ah, taper dessus parce qu'on était trop dur, donc je vais écouter nos auditeurs. Non, mais blague à part, moi cette deuxième semaine, globalement, je l'ai vraiment adoré. Je vais retirer le chrono du jeu, parce que au final, le chrono, c'est vraiment zéro surprise. Euh, mais oui, comme Val le disait, l'étape à Toulouse, hein, est-ce que c'est, franchement, je vais peut-être crier trop et c'est peut-être la culture de l'instant. Est-ce que c'est pas la plus belle course de vélo en 2025? Il y en a eu d'autres, mais effectivement, elle était très bien. Elle était incroyable. Elle était incroyable. Et on en a parlé, Romain, en privé, on échangeait des messages. Dans le final, moi j'étais fou. Je savais pas si je voulais la victoire de Abrahamsen et Schmidt parce que c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Mais il y avait mon chouchou Arnaud Delis qui était là derrière. Puis quand VDP il met sa mine, il peut faire un exploit de fou en reprenant les deux de devant. Je me dis, ben, VDP ce serait bien aussi. Finalement, peu importe qui gagnait, c'était magnifique, quoi. Hein. ouais, ouais, Super scénario. Et donc, ouais. Et alors, après, là, c'est peut-être aussi parce qu'on est belge, mais au Takam, fatalement, le sentiment, il est peut-être pas bon, mais il y a de l'excitation. Parce que nous, quand on voit Remco tout de suite dans le dur, puis qui gère quand même bien, finalement, il perd pas tant de temps que ça sur cette étape. Donc, ça a eu un vrai intérêt au Takam, peut-être parce qu'on le regarde par l'œil belge, je sais pas. Le chrono n'a fait que confirmer, donc voilà, ça. Et puis voilà, et puis c'est vrai que. Pogacar, il laisse un peu la victoire à Rensman le lendemain, mais c'est quand même un échappé, le seul à réussir à rester devant, donc c'est quand même sympa. Et Non, c'était aujourd'hui, chouette. Val, tu l'as dit, c'était une course décousue, c'est toujours, même si on s'y attendait, bah, c'était quand même sympa comme scénario. Donc globalement, cette deuxième semaine, je la trouve très très bonne. Donc, je vais faire plaisir à mes auditeurs. Si j'étais à 6,5 et que je la trouve très bonne, je vais monter à. Alors, si je m'écoute, je vais dire 7, et pour leur faire plaisir, je veux même bien aller à 7,5 s'ils veulent. Hein. Non, mais c'est vrai que je partage ton avis. La deuxième semaine était un poil plus excitante que la première. Mhm. ouais. Moi, je l'ai trouvé assez phénoménal aussi, dans la mesure où, malgré une domination écrasante de Pogacar, on a vécu des étapes assez dingues à tout moment. Peut-être tu as résumé fort bien les choses, hein, Damien, mais c'est vrai que sur celle de Toulouse, euh, c'était une étape à laquelle on n'attendait rien, en fait. On s'est dit, bon, ça va être un sprint massif à l'arrivée, le lendemain de journée de repos, ça va être peinard, et en fait, non, pas du tout. Et c'est vrai que l'étape d'Otakam, pareil en fait.
Il y a eu du suspense à tous les échelons. Il y a eu beaucoup de drama sur cette semaine. Et c'est vrai que nous, en tant que Belges, forcément, avec l'abandon de Remco, qui, on l'a bien senti, n'était pas dedans. Est-ce qu'il est malade? Manifestement pas. C'est vraiment une question de jambes. Ça n'allait pas. Mais bon, voilà, quand le Belge abandonne, il est toujours troisième avec le maillot blanc. Donc malgré effectivement 2 journées très compliquées pour lui, il était encore dans le match. Donc voilà, on est passé finalement par toutes les émotions, je trouve, dans cette deuxième semaine. Et c'est ça qui fait qu'effectivement, je vais remonter ma cote qui était de 5,5. Pour rappel, j'avais été assez négatif après une semaine ou après 10 jours de course. Bah là, j'ai envie de la remonter. Je trouve que sur l'ensemble du tour, pour l'instant, on est sur du 6, peut-être 6,5. Mais c'est vrai que cette semaine-là, qu'on vient de vivre, pour moi, c'est un bon 8, quoi. Ouais. Et en Alors, plus, sorry, ouais, je te coupe, mais un truc que j'ai pas mentionné, c'est quand même aussi rafraîchissant de voir certains noms en haut de bien sûr. classement qu'on n'a pas l'habitude. Donc ça participe aussi au fait que ce Tour de France soit agréable. ouais, Ah ben clairement, voir des Only, des Johannessen jouer le haut du top 10, enfin voilà, ils jouent pas la 10e place non plus. C'est clair que c'est rafraîchissant de voir Lipovic, maillot blanc, aller chercher potentiellement un podium du Tour. Je sais que c'est des sujets qui est à l'ordre du jour Mhm. aujourd'hui, donc je vais pas spoiler, mais c'est clair que c'est chouette. Et puis je pense que le Tour de France en a besoin aussi. C'est vrai qu'on voit beaucoup les mêmes têtes tout au long de l'année cycliste, et donc là, voir des protagonistes qui sont nouveaux, sur lesquels voilà, on n'aurait pas forcément misé au début du Tour, c'est quand même assez chouette. Je partage ton point de vue, Damien. Et en tant que Français, parce qu'on n'a pas dit, mais Val est français, tu ne cites pas Vauquelin Mais qui est parce quand que je me le même fait réserve pour partie plus du lot, tard. quoi. Je me le D'accord, réserve ok, pour ça plus va. tard. mais Évidemment c'est que vrai. Vauquelin, chouchou des Français, voilà, voilà. Nous, en tout cas, en le vivant de l'intérieur, on a été pas mal sur les routes cette semaine parce que voilà, nous, on est plutôt du sud-ouest en plus voilà, pour aller dans ton sens. Et du coup, c'est vrai que Vauquelin, il a une cote de popularité qui est assez immense et qui est chouette à observer. Je pense que c'est. Voilà, on a connu Vauclair. Ensuite, il y a eu l'intervalle avec les grands leaders Pinot Bardet. Et Vauquelin, il est en train de se trouver une place aux côtés de ces noms-là, en ce moment en Tout tout à cas. fait. Mais c'est vrai que, voilà, sans présager de la suite, effectivement, en tout cas, le cyclisme français, je trouve, est à l'image du Tour de France. Il y a vraiment un renouveau, une nouvelle génération qui arrive. On vient de citer Vauquelin. J'ai Gatt aussi, que vous avez beaucoup suivi sur son oreillette, Me euh, lance qui, pas, qui, me lance pas. qui fait un Tour de France extraordinaire. Et quand il part en échappée à Super Bannière, on se dit, OK, il limite encore super bien la casse malgré le fait d'être pris. Aujourd'hui, il va rester tranquille. Non, il repart à l'avant, il reprend 5 minutes. C'est extraordinaire. C'est ce, ce genre d'histoire dans l'histoire, finalement, qui fait que ce Tour de France, malgré la domination, effectivement, de Pogacar, reste fabuleuse à suivre, en tout cas pour cette seconde semaine, je trouve. C'est pour des Euh, coureurs comme ça qu'on crée ben oui, des chicanes Gégat, hein, je pense. Ah, Val. Exactement, exactement. Mais on a plein d'idées pour la suite, effectivement. Mais ce serait cool de voir une victoire d'étape française, quoi, pour bonifier tout cet élan que tu mentionnes, parce qu'effectivement, Vauquelin aurait les jambes pour aller en chercher une. Voilà, il va sans doute pas le faire parce qu'il est pris par les enjeux du classement général. Alaphilippe a cru avoir gagné aujourd'hui. Finalement, c'était un peu court face à Tim Wellens. Mais je vais pas m'aventurer sur le terrain franco-belge parce qu'à ce petit jeu, je perdrais assez largement sur ce Tour de France. Mais voilà, comme vous le dites, de toute façon, c'est aussi par ces petites histoires que le Tour de France est magnifié. Et puis, voilà, je pense que c'est pas anodin si c'est la plus grande course du monde et qu'on est aussi attentif à tous ces petits détails, enfin, qui ne seraient que des détails sur d'autres courses, mais qui n'en sont pas sur le Tour de France. tout à fait. Et c'est vrai que tu l'as dit, le Tour, bah, il y a encore une troisième semaine forcément qui arrive. Peut-être des victoires françaises, peut-être aussi autre chose, dans la mesure où on arrive normalement dans le dur, hein, avec des étapes de montagne assez costaudes. Est-ce que pour vous, le Tour de France tel qu'il s'arrête aujourd'hui à Carcassonne est plié? On rappelle quand même, hein, que Pogacar compte désormais plus de 4 minutes d'avance sur son dauphin Vingegaard, plus de 7 minutes, presque 8 sur Lipovic, troisième. Est-ce que ce Tour de France est plié selon vous? Oui. Bah, pour moi, allez, rappelle-toi, au début du tour, je donnais pas 100% à Pogacar, mais je donnais un très gros avantage à Pogacar. Puis, j'avoue, sur la première semaine, je sais pas si c'est Vingegaard qui a réussi à me faire douter ou Pogacar qui a réussi à me faire douter, un peu des deux, je pense. J'avais l'impression, dans certains comportements de Pogacar, qu'il n'était pas au top, mais bon, le chrono me faisait mentir et puis le reste m'a bien bien fait mentir. Donc bah, voilà, c'était le favori logique, il assomme tout le monde quand il le veut. Euh,
Parce qu'on va pas se mentir, hein, hier, s'il veut encore distancer Vingegaard, il le fait. Il l'a J'ai dit, hein. presque, j'ai presque l'impression qu'il fait semblant d'attaquer, en fait, à un moment donné, là, quand il fait un contre, si on peut appeler ça un contre. Et quand Vingegaard part, il va le chercher assis sur sa selle, quoi. Donc oui, non, pour moi, c'est plié, clair et net. Oui, pour moi aussi, je pense que ça fait pas trop l'ombre d'un doute. Je pense que dès le soir d'Otakam, on le savait plus ou moins. Ça a été confirmé le lendemain sur le chrono, malgré un bon chrono de Vingegaard. Mais en fait, on voit que même quand Vingegaard est à un niveau qui est le sien en fait en haute montagne, c'est-à-dire largement supérieur à celui de tous les autres, Pogacar est encore un cran au-dessus. Donc voilà, je partage ton sentiment, Damien. Il a voulu aussi sans doute avoir un petit peu de complaisance médiatique, d'un point de vue médiatique, sans avoir une domination qui soit outrancière sur sur la dernière étape pyrénéenne de Super Bannière. Voilà, je pense que c'est aussi cool de le voir aussi capable de laisser un baroudeur gagner comme un Huntsman. Voilà, après, il a laissé sous-entendre que si ça avait été Kuss, ça aurait peut-être été différent. Donc voilà, bah, c'est aussi le match dans le match entre les deux super teams. Mais bon, globalement, même si voilà, la question pouvait se poser avec la disparition d'Almeida, voilà, il y avait quelques questions. Le fait qu'il ait eu un tempérament anormalement passif sur la première semaine, globalement, voilà, je pense que la question, elle est plus de l'ordre de combien de victoires d'étape il va aller glaner sur la suite, la fin du Tour de France. Est-ce qu'il va battre son record? Est-ce qu'il va titiller celui d'Eddy Merckx? Voilà, je pense que la question, elle est plus de cet ordre-là. Est-ce que Vingegaard va réussir à le battre une fois à la pédale? J'ai du mal à y croire, mais voilà, je pense que les questions sont plus celles-là plutôt que de savoir si le tour est encore porteur d'un certain suspense pour le maillot jaune final. Ouais, mais c'est vrai que tu le dis, hein, quand on a vu l'abandon d'Almeida sous le petit plateau il y a une semaine, on disait ben, ça c'était un changement majeur dans la mesure où il y avait clairement un avantage pour UAE et que sur base de ce qu'on avait vu en une semaine, en tout cas en 10 jours, eh bien, il y avait vraiment un rééquilibrage entre les deux équipes. Euh, Moi, mon sentiment, c'est que ce rééquilibrage, il est de nouveau déséquilibré aujourd'hui. Et c'est pas parce que Timo Wellens vient de remporter une étape. De façon globale, UAE est chirurgical au niveau de l'accompagnement de Pogacar. On a un Nils Politt bah, qui s'est transformé en super grimpeur, c'est assez hallucinant. Wayland, pareil. Vous allez me dire, bah, Kampenarts aussi chez Visma. Oui, mais Kampenarts, il est le dernier là quand les Simoniers, c'est les Kuss qui effectivement avaient pris le large dans un premier temps, ne sont plus là. Et je ne parle même pas d'Jurgensen qui est aux abonnés absents cette année-ci. Et donc, du coup, bah, moi, le sentiment, c'est que même en tant que team, UAE a vraiment pris l'ascendant dans cette deuxième semaine sur Visma, qui suffoque en fait. Peut-être qu'ils ont trop donné justement pendant 10 jours et qu'aujourd'hui ils sont un petit peu avec le couteau là sur la gorge. Et donc du coup, bah, il n'y a rien à faire. Ça va être du un contre un. Et dans du un contre un, pour l'instant, on ne peut pas dire que Vingegaard, parce qu'on a pu lire ça notamment, Vingegaard, ah tiens, enfin une accélération. Ah non, je ne suis pas d'accord. Autant je ne suis pas un grand fan du Danois, autant il faut le dire. Le gars n'a pas arrêté d'attaquer dans Super Bannière, par exemple. Il a beaucoup attaqué par le passé aussi déjà dans le Tour de France. En tout cas, essayé. On l'a vu beaucoup plus offensif ou essayer des choses qu'on l'a vu par le passé. Et à chaque fois, effectivement, pour l'instant, la réponse de Pogacar, elle est intransigeante. Elle était même assise sur la selle dans cette montée de Super Bannière. Rappelez-vous qu'on a déjà vu aussi Pogacar monter le mur de Oui assis sur la selle et prendre tout de suite 30 secondes sur tout le monde. Donc on le connaît, mais c'est vrai qu'avec tous ces éléments-là, c'est difficile d'imaginer autre chose que la continuité de ce qu'on vient de voir pendant 15 jours. Après, il y a un chiffre que je vais vous donner, c'est 5 minutes 45 secondes. C'est le temps perdu par Pogacar sur Vingegaard dans le col de la Lose, il y a 2 ans déjà, évidemment. Donc personne n'est à l'abri d'une défaillance. Est-ce que Pogacar, parce qu'on sait bien aussi que Visma mise beaucoup sa troisième semaine et l'endurance de Vingegaard, est-ce que Pogacar pourrait, dans le confort qu'il a aujourd'hui, être sous le coup d'une défaillance dans cette troisième semaine? C'est pas impossible, mais après, il y a quand même beaucoup de choses différentes entre 2023 et cette année-ci. 2023, on rappelle que Pogacar avait été embêté dans sa préparation, il avait une chute sur Liège-Bastogne-Liège avec une fracture de la main. Enfin, donc il y avait beaucoup d'éléments qui effectivement pouvaient expliquer le fait que Pogacar ait cette défaillance. Et donc si on revient un an encore en arrière, vous allez me dire, oui mais là ça commence à faire beaucoup, c'était donc en 2022, rappelez-vous, quand Pogacar est battu par Vingegaard au Granon. Là c'était parce qu'il y avait un jeu d'équipe, et là Pogacar avait lâché 2 minutes et 51 secondes à Vingegaard. Il en a 4 d'avance.
Donc, la dernière fois que Pogacar était en forme sur le Tour et était battu, il n'avait lâché que, entre guillemets, 3 minutes. Et on se demande bien comment Vingegaard va pouvoir encore continuer à ne plus perdre de temps pour espérer en gagner dans peut-être la dernière étape des Alpes. Enfin voilà, c'est beaucoup de ci et de ci et de ci. Et donc tout ça, effectivement, me porte à croire que, bah, oui, le Tour, certainement pour la victoire finale, il est plié aujourd'hui. Mais en plus, dans les exemples que tu cites, je vais repartir par exemple sur 2022. Oui, c'était la course d'équipe. Moi, j'ai tendance à un peu relativiser ça, mais oui, c'était la course d'équipe. Mais sur tout le tour, Pogacar, il n'a jamais montré qu'il pouvait distancer Vingegaard, si je dis pas de conneries, en 2022. Donc, il n'y avait pas le rapport de force qu'il y a cette année-ci. Ça rajoute aussi en difficulté à croire que Vingegaard puisse vraiment renverser le tour. C'est ça, on a quand même Pogacar qui est autrement plus fort que sur ces deux tours que tu mentionnes en haute montagne. Il a quand même passé des steps de manière assez impressionnante. Donc, ouais, j'ai du mal à imaginer un tel scénario. Effectivement, en plus, voilà, on revient sur tous les lieux de ces relatives défaites. Et puis, pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, en fait, je sais plus où j'ai vu ça sur Twitter, je crois que c'est Campionissimo qui le disait, un excellent tweeto d'ailleurs que j'invite tout le monde à suivre. Si jamais, en fait, l'étape de la Loze, c'est la dernière fois que Vingegaard a repris du temps à Pogacar, tout terrain confondu. Voilà, hors bonification sur l'étape du Lioran l'an dernier, mais voilà, on est quand même sur un contexte assez particulier. Donc voilà, je pense que ça n'incite pas forcément à l'optimisme. Et voilà, j'en reviens aussi au fait de me dire, voilà, il faut peut-être attendre que Vingegaard puisse gagner une étape un peu comme ce qu'il avait fait au Lioran. Et encore une fois, c'était par rapport à une défaillance aussi de Pogacar, enfin en tout cas à une relative fringale, euh, plutôt voilà, qu'à une différence de niveau intrinsèque entre les deux. Donc voilà, je pense que voilà, faut aussi maintenir le suspense, mais je pense il est tout relatif. Oui, oui, effectivement, 2 ans hein, que Pogacar n'a plus été battu par Vingegaard, enfin, n'a plus été battu, n'a plus perdu du temps Ouais, effectivement voilà, sur c'est ça. Vingegaard. On va être honnête avec notre tutos, on en a parlé ici juste avant de lancer l'émission. Il y a beaucoup évidemment de suspicions qui tournent autour des prestations de Pogacar ici sur cette semaine, en tout cas depuis finalement maintenant quelques années déjà. Ça fait partie de l'actualité du Tour de France, on ne peut pas y échapper. Peut-être simplement un mot là-dessus. Est-ce que pour vous, Tadej Pogacar, les prestations qu'il nous offre, c'est quelque chose qui vous met d'une certaine manière mal à l'aise? Ou est-ce que finalement vous avez envie de croire malgré tout dans le côté sain de ce cyclisme-là? Elle a deux questions en une, ta question, parce qu'on parle de Pogacar, puis de ce cyclisme-là. Moi, j'ai envie de penser qu'un mec tout seul ne peut pas être dopé par rapport au reste du peloton. Il aurait le produit ou la triche même mécanique, enfin tout ce qu'on peut entendre. Donc, je ne crois pas qu'on doit regarder par le prisme Pogacar. Moi, je pense jusqu'à preuve du contraire, et j'ai vraiment envie d'y croire, que Pogacar, c'est un GOAT comme on en voit une fois tous les X-Temps, comme on a eu Usain Bolt en athlétisme. Voilà, c'est un mec comme ça. Pour le reste, je vais redire ce que je disais l'année passée. Je pense qu'effectivement, il y a un dopage de performance, mais un dopage dans le sens j'améliore mes performances. Est-ce qu'il y a un dopage dans ce terme triche? J'ai toujours envie de croire que non. J'ai envie de croire qu'ils sont très borderline. J'ai envie de croire que certainement que le monoxyde l'année passée dopait les performances, mais il n'était pas encore interdit. Et voilà, j'ai envie de croire que les équipes jouent avec les limites. Et comme on l'a déjà dit, plus tu as du budget, plus tu as des moyens, plus tu vas être à la pointe de ça aussi, en fait. Mais voilà, je j'ai pas envie de penser qu'il y ait une équipe qui triche, enfin un coureur ou une équipe qui triche par rapport aux autres. Voilà, moi je suis plutôt aligné. Enfin, je pense que les questions sont légitimes, effectivement, parce que quand on voit les performances voilà, qui sortent de l'ordinaire, pour rester un petit peu mesuré et dans l'euphémisme, c'est légitime de se poser des questions. C'est aussi le passé de ce sport. On sait que voilà, le Tour de France, ça cristallise un certain nombre d'observateurs, d'observations. Donc, effectivement, je pense que c'est légitime à minima de s'interroger, parce qu'on est dans l'ordre du jamais vu auparavant ou presque. Je suis pas un immense spécialiste des gains marginaux liés aux améliorations techniques, voilà, au profilage, aux tests en soufflerie, etc. Je suis pas un immense spécialiste de ça, donc je ne sais pas si ça peut compenser et justifier et expliquer le fait qu'on soit à des niveaux de performance qui datent des pires époques du cyclisme. Voilà, après, voilà, on est aussi dans un climat où il y a beaucoup de suspicions, il y a les affaires Sky qui ressortent, etc. Je pense que c'est important de se poser des questions, c'est important d'être vigilant, c'est important de ne pas perdre de vue que ce sont des choses qui ont déjà existé.
voilà, sans pour autant accuser et faire en sorte que le simple prisme par lequel notre analyse elle se porte et elle est réalisée, ce soit le simple fait que les coureurs qui font l'actualité du cyclisme se dopent de manière certaine. Je pense que c'est pas la manière intéressante de débattre de ce sport, même si effectivement c'est aussi important de savoir ce qui s'est produit par le passé et voilà, encore une fois, je pense que les questions sont légitimes et mais sans que ce soit voilà, l'alpha et l'oméga sur lequel on doit communiquer actuellement. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup vu passer ces derniers jours des comparaisons avec ce que le Tour de France a déjà offert par le passé. C'est très compliqué de comparer Exactement. des époques parce qu'il y a effectivement une foule d'améliorations à tous les niveaux, que ce soit en termes de stratégie, bêtement, ça peut paraître idiot, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, vous avez quand même des équipiers à qui on dit, ben, aujourd'hui, tu vas garder ton compteur et tu vas faire un effort intense de 20 minutes à tel endroit, point. Avant, on n'a évidemment pas du tout ce genre de stratégie, même de capteur de puissance, de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais donc, il y a ça, il y a forcément les revêtements de route qui ont changé, il y a les vélos qui ont changé, les maillots ont changé, la récupération a changé, la nutrition a changé, tout a changé. Et donc, comparer les époques entre elles, ça ne va pas. Par contre, effectivement, on pourrait se dire, tiens, mais là, il y a quand même un mec qui domine et qui écrase complètement tout. De tout temps, dans tous les sports, il y a toujours eu des mecs qui écrasent tout. Et donc, effectivement, pourquoi est-ce qu'ils écrasent tout? Certainement parce que, et tu l'as dit Damien, il y a un potentiel plus élevé chez Pogacar que chez d'autres, c'est une évidence. Et sans doute que ce potentiel, il est servi par une recherche en développement qui est beaucoup plus poussée, effectivement, dans une équipe comme UAE, bah, qui a l'argent, c'est bête à dire, qui a un fric monstrueux à mettre là-dedans que chez des équipes forcément de moindre envergure, où on est déjà content quand on paye les salaires à la fin du mois. Et donc, ben, toute cette grosse boule, finalement, fait que c'est inévitable qu'il y ait, pour l'instant en tous les cas, des fortes disparités, même si, et je vous rejoins à tous les deux, je ne veux pas accuser ici quelqu'un de dopage, parce que déjà, on n'en sait absolument rien. Et Sûr. de deux, si quelqu'un se dope peut-être dans ce peloton, il ne sera pas tout seul, hein. Il y a aujourd'hui beaucoup trop de focus, que ce soit à travers les médias, mais à travers aussi les coureurs eux-mêmes, euh, beaucoup trop de possibilités de voir quelque chose qui serait illégal. Quelque chose qui n'est pas totalement éthique, comme le monoxyde de carbone, on l'a vu, on a eu les cétones il y a 3 4 ans d'ici, quand c'est arrivé, tout le monde a dit qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a que 2 3 îles qui en ont, ce sont les plus fortes. On va un petit peu investiguer ça. Je pense que l'ECI a mis 4 ans, je pense, pour prendre une décision, pour finalement les autoriser. Bah, le monoxyde, c'était quand même un peu plus rapide. Maintenant, voilà, forcément, ça, ce sont peut-être des points d'iceberg. Il y a énormément de choses qui se passent en sous-marin, et c'est une évidence que c'est dans les équipes qui ont le plus de budget qu'on aura le plus de recherche et de développement. Et tant que ce qui n'est pas en fait illégal, ben, par définition, est légal, est licite, et donc tu peux l'utiliser tant qu'on ne l'interdit pas. Et donc effectivement, est-ce que tous les coureurs sont sur le même pied d'égalité? Ben non, forcément pas. Mais je reprends l'exemple de Maxime Van Gils, qui n'est pas sur le Tour de France, mais qui expliquait en début de saison, après avoir changé de chez Lotto, avoir été chez Red Bull Bora, qui disait, bah, quand vous êtes chez Lotto, vous rentrez à l'hôtel, il y a un type qui est là pour tous les coureurs qui sont là en stage d'altitude. Quand vous arrivez chez Red Bull, il y a 10 masseurs qui attendent et qui sont dispo au cas où vous avez besoin d'eux. Donc déjà, rien que ça, forcément, ça montre qu'il y a une différence énorme de niveau entre certaines équipes. Et forcément, de nouveau, je reviens avec ça, bah, l'argent fait partie intrinsèquement, évidemment, ici du débat. Quelqu'un qui parlait de ça, Val le sait, c'est Maël Guégan. Il en avait parlé chez vous, hein, sur votre Ouais, podcast. D'ailleurs, je conseille vraiment à tout le monde. Alors, moi, j'ai du retard dans vos podcasts. c'est D'abord, de gentil. vous suivre de manière générale, vous, pour votre boulot. Mais alors, cet épisode avec Maël Guégan, moi, c'était un énorme coup de cœur. Il était Ouais, c'était génial, top. quoi. Franchement, en dehors d'être accessible et tout ça, il a vraiment donné des éléments, un peu avec ce qu'on vient de parler, qu'il avait acheté lui-même ses bottes de récupération et machin chouette, et que lui voudrait connaître, enfin, voir ce qu'il est capable de faire dans des structures avec plus de moyens et avec quoi qu'il arrive, normalement, devrait le rendre meilleur avec d'autres allez, possibilités en termes d'accompagnement, etc. Bref, allez écouter, et ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, Romain. Je voudrais juste préciser ma pensée, parce que je sais que l'année passée, on nous était un peu tombé dessus, en tout cas, on m'était peut-être un peu tombé dessus après le podcast,
Parce que il faut pas croire que je balaye ça de revers de main, pas du tout. Et je voudrais insister sur une chose, c'est que bien sûr que dans l'absolu, je vomis ça, et même dopage de performance en dehors de triche, bien sûr que les produits borderline, etc., c'est horrible, on ne devrait pas en être là, et on devrait vraiment souhaiter que tout ça n'existe pas, bien entendu, et on pourra toujours se reposer la question, je ne sais pas si la mise en pratique serait possible ou pas, de cette liste de produits autorisés plutôt que de cette liste de produits interdits. Ouais, tout à fait. Et puis, rien à faire, c'est cyclique, hein. Il y a 2 ans, on avait les mêmes discours, mais on parlait pas de Pogacar, on parlait pas de UAE, on parlait de Vingegaard, on parlait de Mhm. Visma. D'ailleurs, justement, on va avancer dans l'ordre du jour de ce podcast. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que effectivement, on dit, on est tous les trois d'accord ici pour dire que le Tour 2025, il est plié. Est-ce que, selon vous, il y a encore une possibilité pour Vingegaard, eh bien, de rattraper, de refaire le retard que manifestement le Danois a pris sur le Slovène, donc pas ici en 2025, mais peut-être pour les années à venir. Est-ce que vous croyez encore à un Vingegaard qui pourrait battre un Pogacar ou un autre peut-être coureur, hein? Vas-y, Damien, je Vas-y, te laisse. Val. Non, Ah, ben vas-y, ok, Damien, je te laisse allez. commencer. Alors, moi, j'ai dans les noms qu'on connaît pour l'instant, j'ai pas l'impression que quelqu'un puisse rattraper le retard. Sur Vingegaard, je m'interroge sur plusieurs aspects. J'ai quand même une question qui trotte dans ma tête depuis un moment, c'est est-ce que tout simplement la marge de progression n'était pas moins grande chez Vingegaard que ce qu'elle n'était chez Pogacar. Visma, ils avaient l'art aussi de retirer tout le potentiel des coureurs. Enfin, Wout van Aert me dira peut-être pas la même chose, mais bon, voilà. Et, et voilà, et ils n'avaient pas le même parcours. On avait quand même l'impression que Pogacar, à la base, était plus pépite, avec plus de marge de progression. Alors, encore une fois, on va me dire certainement que je suis naïf, mais apparemment, c'est seulement l'année passée qu'il a commencé un peu à s'entraîner, le garçon. Je caricature, mais ça avait été dit comme ça. Donc, moi, je crois que maintenant, il est injouable et je vois pas quelqu'un. L'écart est tellement grand que je vois pas quelqu'un dans le peloton capable de le rattraper. Donc, tant qu'il est en pleine fleur de l'âge et tant qu'il s'amuse, parce qu'il va falloir aussi continuer à s'amuser et se trouver des challenges, etc. Non, je vois personne pouvoir jouer avec lui, sauf souci de préparation, etc., etc., évidemment. Maintenant, ben, il y a bien un jour où il déclinera. Donc, à l'avenir, on verra qui saura saisir sa chance et qui saura prendre la place, mais ce sera certainement pas Vingegaard et peut-être même pas un mec du peloton actuel, sauf, c'est pour faire plaisir à Val, mais j'y pense un tout petit peu quand même, sauf peut-être un tout jeune Français qui fait sa première année pour l'instant, mais on va pas lui mettre trop de pression, hein. Vous savez, Non, donc Paul Sexas pour ceux qui n'auraient pas, hein. non, je pense que c'est encore beaucoup trop tôt pour se projeter. Et puis, Mhm. comme tu l'as dit dans ton propos préalable, si on est vraiment sur un prototype générationnel, comme, voilà, comme ça a l'air d'être le cas et comme on en voit une fois tous les 30 ans, enfin, comme on n'a peut-être pas vu depuis Merckx, en fait, en réalité, en fait, c'est hyper compliqué d'imaginer quelqu'un qui puisse juste ne serait-ce que revenir à sa hauteur. Alors effectivement, s'il y en a un qui est capable à court moyen terme de le faire, c'est Vingegaard, parce que au-delà d'être un coureur aussi complet que Pogacar, ça reste un grimpeur d'exception, et je pense qu'on a tendance aussi à l'oublier parce il est un peu éclipsé par les performances de Pogacar, mais ce qu'il fait, c'est tout bonnement de l'ordre de l'exceptionnel. Et puis voilà, si on n'avait pas Pogacar dans le peloton actuel, c'est sans doute sur lui qu'on aurait débattu dans le sujet précédent, parce qu'il a un écart de niveau qui est absolument démentiel face au reste de la concurrence. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer ses performances à lui, simplement il tombe voilà, sur un ogre, sur quelqu'un qui a la volonté aussi désormais de tout gagner, de marquer l'histoire de son sport sur tous les terrains, qui a progressé de manière assez phénoménale en haute montagne ces deux dernières années. J'ai du mal à voir comment est-ce que Vingegaard pourrait percer son plafond. On se posait les questions étaient plus légitimes l'année dernière, après justement un Tour de France avec lequel il y avait une préparation davantage tronquée. Là, la préparation, sans être parfaitement optimale depuis le mois de janvier, elle a quand même eu le temps de se dérouler dans des conditions assez favorable pour qu'il puisse arriver avec son pic de forme. Il l'a dit avant le Tour, j'ai jamais été aussi fort. S'il a jamais été aussi fort et qu'il n'arrive pas à suivre Pogacar, en fait, c'est même pas ne pas arriver à le suivre. C'est qu'il concède 2 minutes enfin, sur l'étape d'Otakan, qui était peut-être pas son meilleur jour, mais voilà, ce sont des jours que Pogacar ne connaît que peu. Et donc voilà, j'ai du mal à voir comment est-ce que Vingegaard pourrait résorber ce retard, exception faite d'un Pogacar qui va potentiellement se brûler les ailes sur d'autres terrains et qui du coup va peut-être avoir un profil qui va le plus évoluer vers un autre registre de coureur, parce que peut-être que ça va le démanger d'aller vraiment inscrire Milan-San Remo, enfin Paris-Roubaix à son palmarès, et donc avec des qualités qui pourraient un tout petit peu évoluer. Là, je pense qu'il avait aussi un grand intérêt à l'idée de redevenir le vainqueur du Tour de France après ses deux échecs de 2022 et 2023. Est-ce que son appétit d'ogre ne va pas
voilà, se diriger vers d'autres objectifs. Est-ce qu'il a la capacité, pendant d'éternelles années, à répondre présent de la campagne des Flandriennes jusqu'au Tour de Lombardie? Voilà, les questions se posent. Pour l'instant, il en est capable. En même temps, il est dans ses meilleures années. Il y a le Tour de France 2029 qui devrait commencer en Slovénie. Il aura 30 ans. À voir s'il sera toujours à ce même niveau de performance. Voilà, je pense que s'il y en a un, comme tu l'as dit, Romain, c'est Vingegaard, et il est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt pour imaginer des Paul Sexas. Et puis bon, je vois aussi beaucoup revenir des commentaires sur des profils juniors, même dès maintenant. On parle de Benjamin Noval beaucoup sur Twitter. Je pense que c'est évidemment bien trop tôt pour parler de prototypes qui sont de nature à concurrencer Pogacar d'ici à la fin de sa carrière. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que quand on regarde la progression des deux coureurs ici, de Pogacar et Vingegaard, Pogacar était déjà très très bon chez les jeunes, très très bon en arrivant directement chez les pros. Là où Vingegaard, il a fallu le temps qu'il éclose. Je ne sais pas si le terme est exact, ou en tout cas si je l'accorde bien. Mais ça signifie aussi quelque part que probablement que la marge de progression, elle est peut-être moins grande pour Jonas, qui est déjà plus âgé aussi, mais dans la mesure où il a dû franchir une marche beaucoup plus importante d'un coup, là où Pogacar, c'est plutôt linéaire. Effectivement, sur des profils linéaires comme ceux-là, il n'y en a qu'un, c'est Remco Evenepoel. Et Remco Evenepoel, on l'a vu cette année-ci, on l'avait déjà vu l'année passée, roule contre nature dans les plus hauts cols de France. Euh, il nous a toujours étonnés, dans la mesure où chaque fois qu'on se dit, ouais, mais là, c'est pas possible pour lui, il va le faire. Donc voilà, moi, au final, plus que Vingegaard, j'aurais envie, mais c'est peut-être aussi mon côté belge qui parle, j'aurais envie de croire dans le fait que s'il y a un type de cette génération qui pourra un jour battre Pogacar pendant la pédale, c'est Evenepoel, mais il faudra beaucoup de si. Et effectivement, comme tu dis, Val, bah, peut-être aussi que Pogacar se dirige vers d'autres objectifs, là où Remco pourrait faire du Tour de France son objectif unique de la saison, avec une préparation qui n'aura pas été tronquée comme cette année-ci. Enfin, voilà, ça fait beaucoup de si et de si et de si. Et donc, du coup, bah, effectivement, on va peut-être devoir se manger du Slovène pendant encore quelques années avant que des Paul Sexas, des Benjamin Oval ou des Jarno Widar, hein, allez, Cocorico Je encore, Bien l'attendais. sûr, bien sûr. voilà, arrivent sur ce Attention parce terrain-là. que le vainqueur du Baby Giro est slovène aussi, donc attention, hein. Tout à fait. Amsel, effectivement, c'est comme quoi ils sont pas que deux là-bas avec Roglic et Pogacar. C'est quand même dingue, hein, ça. Mais enfin, nous en même temps en tennis, pendant, je pense, quelques années, on a régné sur le tennis féminin, c'est vrai, mais avec Justine Henin et Kim Clijsters il y a déjà quelques années. Et donc, comme quoi un petit pays peut parfois effectivement produire comme ça deux, trois grands champions qui dominent leur sport. Pogacar domine le sien, Vingegaard bah, dominerait si Pogacar n'était pas là. Et puis derrière ces deux-là, il y a un gouffre, mais il y a quand même des choses intéressantes, on l'a dit en début d'émission, et notamment un Florian Lipovic qui aujourd'hui est solidement accroché à sa troisième place au maillot blanc. Est-ce que c'est une surprise pour vous de le voir à cette place-là? Et est-ce que vous le voyez tenir cette troisième place jusqu'à l'arrivée pardon, à Paris? Pour Val, c'est pas en tout cas pour Sans Oreillette, ce n'est pas une surprise. On va quand même Non, rendre à Thomas d'abord ouais, ce qui appartient à exactement. Thomas, mais hein, peut-être Non, mais rappeler ceux qui nous suivaient en début de saison, ceux qui viendraient seulement maintenant, ben, on vous renvoie vers notre épisode en pré-saison. On avait fait les pronos fous un peu de toute la communauté, et où Thomas, le collègue mon de acolyte. Val, son acolyte du podcast Sans Oreillette, avait pronostiqué, si je ne me trompe pas, c'était un top 5 hein, pour Lipovic. C'était un top 5, voire podium si jamais les Ok, circonstances s'alignaient. Donc effectivement, les circonstances ont l'air de s'aligner un petit peu. voilà, ouais. Et donc voilà, mais donc je vais te laisser la priorité, Val, sur un podium de Lipovic ou Ouais, pas. ouais, évidemment que ce serait une surprise. On va pas se mentir non plus. Enfin, je pense que au début du tour, c'était une option qui était envisageable parce qu'il sortait d'un gros Dauphiné justement qu'il avait fini sur le podium maillot blanc devant Evenepoel. Donc évidemment que le potentiel est là et on le connaît depuis le début d'année dernière et sa révélation notamment sur le Tour de Romandie. Maintenant, je pense que voilà, hors un petit peu incident comme ça aurait pu avoir lieu aujourd'hui en début d'étape, de faire un petit coup de Trafalgar qui ferait que voilà, son manque de passé cycliste se ferait ressentir face à des coureurs qui sentent un peu plus la course, qui sont dans la course pour le podium.
Je pense que Lipovic, ses talents de grimpeur feront qu'il sera un troisième assez solide, et peut-être même avec une bonne petite marche sur le quatrième. Je pense qu'en haute montagne, il n'a pas forcément de rival. En tout cas, les concurrents qui semblent désignés pour le podium, on peut peut-être les énumérer. Ça semble être Oscar Onley qui est impressionnant. Et voilà, je pense qu'on faut pas sous-estimer la performance d'Onley sur ce début de Tour de France. Mais j'attends de voir un petit peu comment ça répondra en troisième semaine avec l'enchaînement des cols, l'enchaînement des étapes, la répétition des efforts et la très très haute montagne sur le col de la Loze. J'attends de voir. Je pense que Lipovic, lui sera supérieur. Idem pour Johan Essen, qui a fait lui aussi un bon Dauphiné, mais j'attends de voir. Enfin, les mêmes interrogations qu'Onley, pour être honnête. Vauquelin, je pense que voilà, ça va être trop dur. Il fait un Tour de France absolument extraordinaire. Je pense que voilà, le top 10 est sécurisé, donc voilà, mais je pense pas qu'il puisse être candidat au podium. Evenepoel donc a abandonné. Celui en lequel j'ai le plus envie de croire comme concurrent à Lipovic, ça va peut-être vous surprendre. En tout cas, c'est peut-être pas un nom qu'on aurait cité en début de Tour de France, c'est Félix Gall qui m'impressionne, et je pense que vous avez sûrement le même nom, je vous vois opiner du chef. Mais en tout cas, moi, c'est Félix Gall qui me fait une superbe impression, qui en plus était offensif sur l'étape de Super Bannière. Il a le tempérament, on sait qu'il est très à l'aise sur les longs cols, justement les répétitions. Hier, sur une étape de 5000 mètres de dénivelé positif, il était vraiment dans sa zone de confort, si on peut s'exprimer ainsi. Il finit devant Lipovic. Donc voilà, moi je pense que s'il y en a un qui peut le titiller, mais voilà, il a quand même 3 minutes de retard, même 4. Et je crois qu'il a 4 minutes de retard sur Lipovic au moment où on se parle. Donc je pense que de là à le voir récupérer 4 minutes sur l'Allemand, ça me semble assez inconcevable, hors craquante, mais en même temps, on n'a pas énormément non plus de références de Lipovic sur 3 semaines. Il fait une Vuelta correcte l'an dernier où il finit dans le top 10 de mémoire 7e. Donc j'imagine difficilement exploser, mais en même temps, c'est pas totalement incongru vu qu'on a peu de références à ce très 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 haut niveau. Mais il a quand même Roglic pour l'épauler. Et je pense que c'est pas négligeable non plus. Et voilà, j'en finis ma réponse à rallonge là-dessus en ayant énuméré tous les candidats. Je vous laisse me dire lesquels en lesquels vous croyez plus peut-être. Si jamais vous croyez en Lipovic d'ailleurs. Moi, j'ai presque rien à rajouter à ce que tu as dit. C'est exactement ce que je pense, mot pour mot. En fait, sur le profil, sur tout ce qu'on peut imaginer, à part Gall, de toute façon, en théorie, Lipovic, je le vois plus solide que des Only, que des Vauclin, etc. Donc, il est déjà devant pour l'instant, c'est le plus fort actuellement, et c'est lui qui a le meilleur profil. Donc, difficile d'imaginer quoi que ce soit. Maintenant, au départ, en fait, quand j'ai vu son Dauphiné, il m'a tellement impressionné. Et en plus, quand je regardais, je ne sais plus sur quelle chaîne, ils avaient l'air de dire qu'il n'était pas prévu au départ du tour, dans un premier temps. Donc je me suis dit, tiens, est-ce que c'était pas pic de forme Dauphiné? Et d'ailleurs, dans notre preview, quand Alexis a parlé de Lipovitz, je me dit, ah non, qu'on ne parle pas de Lipovitz, on s'enflamme après le Dauphiné parce qu'il était en pic de forme. Mais au final, bah, il me fait bien mentir pour l'instant. Maintenant, il reste une semaine. Donc, on ne sait jamais. Le seul truc qui pourrait m'inquiéter, c'est que la forme était là trop tôt et qu'il ait du mal à terminer. Mais j'y crois pas trop, honnêtement. Pour moi, sauf problème, comme tu l'as mentionné, je vois pas trop ce qui peut lui arriver. Après, Félix Gall, l'écart, il peut pas le reprendre, à mon avis, à la régulière. Enfin, ça peut aller vite en montagne, hein, mais par contre, on sait jamais s'il part dans un coup qui lui permet d'un coup de reprendre 2 minutes 30 ou je sais pas. Je sais pas, et je sais pas, il peut compter sur Roglic que tu dis, je sais pas ce qu'il faut attendre de Roglic en fait. Ni dans son rôle de leader qui est toujours Je crois que placé, ni dans personne ne le son sait. rôle d'équipier. Ouais, ben non, tellement difficile à cerner. Même lui ne le sait pas sans doute. Oui, je crois bien. Donc, ouais, bah non. Donc, du coup, assez raccord avec tout ce que tu as dit. Juste pour reboucler sur la question de l'état de forme, je suis assez d'accord, et en fait, mais je pense que c'est aussi une question qui se pose pour les autres candidats à ce podium, parce que Only finalement a eu un pic Oui, de c'est forme vrai. dès le Tour de Suisse. Et voilà, Ouais. moi je me pose aussi la question de savoir si son pic de forme n'a pas été paramétré pour le Tour de Suisse et ce début de Tour de France. En plus, au début du Tour de France, il exprime ne pas vouloir courir pour le classement général, voilà, avoir une première semaine qui lui correspondait bien pour ses qualités de puncher, et ensuite se laisser potentiellement décrocher pour être acteur en échappée. Donc je vais attendre de voir ce que ça pourrait répondre en haute montagne. Idem pour Johan Essen qui fait un tour de, enfin un Dauphiné épatant, mais est-ce qu'on n'est pas là, on le voit commencer peut-être à décliner un tout petit peu, hein. C'est très relatif ce que je dis, évidemment. On a un poil plus de référence que pour Only en haute montagne, parce qu'il est voilà, vainqueur du Tour de l'Avenir aussi. Mais on est potentiellement sur le même type de cas de figure avec des coureurs qui ont eu un pic de forme assez précoce, voilà, qui nous fait poser la question de comment est-ce qu'ils vont appréhender la troisième semaine. Mais bon, a priori, je pense que Lipovic est bien calibré pour tout ça. Ouais, ouais, mais c'est vrai que, en tout cas, il est solide. Il l'a montré dès la première semaine. Il l'a montré évidemment en seconde semaine.
Et c'est vrai que dans les deux jeunes qu'on vient de citer, Only et Johannessen, on voit pas ces deux gars-là reprendre le temps. Enfin, Only n'est jamais qu'à 1 minute 25 hein, de Lipovic. Mais enfin, on ne voit pas comment Only peut reprendre, en tout cas en l'état, effectivement, du temps sur Lipovic. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que il ne reste plus que des étapes de haute montagne, de très haute montagne. Et dans la très haute montagne, on se rend compte que Lipovic, c'est peut-être le seul pour l'instant qui s'est rivalisé ou qui pourrait peut-être rivaliser avec Vingegaard. Et ça dit énormément de choses. J'ai été très impressionné par le chrono de Roglic euh, à Peragut. C'est à se demander si Roglic n'est pas venu en fait dès le début de ce tour en se disant moi je viens aider Lipovic parce que moi ce qui m'intéresse c'est me préparer pour la Vuelta pour aller chercher un nouveau record en Espagne. Ce serait assez étonnant. Mais il y a un détachement de Roglic en dehors du vélo qu'on n'avait jamais vu, même si le gars est sympa et tout, hein, c'est pas ça le problème, mais il a vraiment l'air de s'en fiche un petit peu en fait, alors que c'est peut-être effectivement le gars qui sur papier est la plus grosse menace pour Lipovic, mais c'est son coéquipier. Donc voilà, je vois pas trop comment effectivement quelqu'un pourrait venir revendiquer cette troisième place. Et tu as cité Gall, Val, effectivement, en 4 minutes 7, hein, c'est le temps exact qui les sépare. Je suis d'accord avec toi, totalement. À la régulière, je vois pas Gall reprendre 4 minutes à Lipovic, sauf évidemment en cas de défaillance de Lipovic. Par contre, oui, peut-être dans un coup, en prenant directement 3 minutes dans une étape. Mais prenons l'exemple de la première étape qui va arriver après la journée de repos, c'est le Mont Ventoux. Je ne vois pas les coureurs mettre 2 minutes entre eux, bien sûr Pogacar certainement, mais entre eux, non, c'est trop homogène Bien sûr. que pour effectivement créer de gros écarts. Et dans cette homogénéité, bah, il n'y a rien à faire. Lipovic, il dépasse pour l'instant tous les autres. Petite stat aussi intéressante, 2021, c'est l'année effectivement où Tobias Johannessen avait remporté le Tour de l'Avenir. Ben, cette année-là, Lipovic était présent, 14e à plus de 20 minutes. Donc comme quoi, effectivement, mais voilà, ceux qui regardent le cyclisme chez les juniors savent effectivement que chez les juniors, plus que chez les espoirs, Lipovic c'était vraiment un crack. Et donc on est toujours sur ce profil d'une lente ascension et d'une progression constante finalement pour cet Allemand qui ben, va peut-être effectivement déjouer les pronostics en allant chercher le maillot blanc, un maillot peut-être que Remco aurait dû prendre s'il n'avait pas abandonné. Peut-être un petit mot quand même sur Remco Evenepoel qui n'est plus dans ce Tour de France. Est-ce que cet abandon, ça vous a surpris? Est-ce que vous comprenez le fait d'avoir mis pied à terre? Ou est-ce que au contraire, c'est tout à fait logique de mettre pied à terre quand on n'a pas les jambes et qu'on sent bien qu'on n'arrivera pas à atteindre les objectifs? Je crois qu'on n'a pas assez d'éléments pour répondre à cette question. S'il y a un mal qui risque de s'empirer, c'est un peu ce que Stales disait, hein. Il dit des fois il faut savoir s'arrêter aussi pour perdre quelques jours ou une semaine, 2 semaines, plutôt que de perdre quelques mois en forçant quand il ne faut pas. Maintenant, si tu me dis simplement j'ai rage quitte, voilà, il est parti parce que mentalement c'était trop difficile, etc. Oui, là ce serait dérangeant, c'est pas le bon terme dérangeant, ce serait un peu décevant de pas le voir essayer de faire ce qu'il avait fait sur la Vuelta. Moi je pense que s'il est parti, c'est que c'est pas que mentalement, bien sûr, ça a dû être très très dur mentalement. S'il est parti, pour moi, c'est qu'il y avait autre chose. Je suppose qu'on découvrira à un moment donné ce qu'il y avait, mais voilà. Et j'ai même envie plutôt, moi, de retenir des images positives de Remco, c'est que bah, déjà, pendant 2 jours, il s'est battu comme un fou avec des jambes vides. Franchement, Bien sûr. mentalement, c'était incroyable, hein. Psychologiquement, c'était solide. Donc, déjà ça, voilà la manière de se battre. Et l'autre image, euh, c'est Remco, il est beaucoup critiqué. Et vous savez, si vous m'écoutez, que je suis pas un énorme fan de Remco. On le voit râler parce il est filmé au moment où il est dans la Pampa. Je Bien sûr, il devrait peut-être pas, mais il faut se mettre aussi à la place du garçon, de ce qu'il vit, à ce moment-là. Et après ça, eh ben, il va donner son bidon juste avant l'abandon au gamin. Et franchement, je suis sûr, là, les auditeurs, il y en a qui disent: «Oui, mais ça va, c'est normal, il a donné un bidon». Ouais, mais les gars, pas les gars, ceux qui nous écoutez, essayez juste de vous mettre à la place de Remco. Vous avez tout préparé, pour le Tour de France, vous avez un objectif de fou, par où vous êtes passé aussi cette année, parce que finalement, le Tour, c'était son objectif, hein, avec ce qui lui est arrivé l'hiver, hein. Et il est jambes vides, il sait pas pourquoi, il est en larmes, il est dans le 36e dessous.
eh ben, je sais pas si tout le monde aurait le truc de dire au gamin, tiens, voilà mon bidon. Je suis pas sûr. Donc franchement, très très beau geste de la part d'un coureur qu'on critique quand même trop. Je l'ai fait aussi par le passé. Il y a des comportements qui, je trouve, qui ont tendance un peu à disparaître d'ailleurs, mais enfin, qui n'étaient pas toujours top. Mais il faut surtout dire aussi quand c'est bien, et là c'était bien. Bon, je partage totalement ce que tu viens de dire. Justement, j'allais commencer, si c'était moi le premier à parler, à dire bah, peut-être que vous avez plus d'éléments en tant que Belge que moi en tant que Français sur les raisons de ce qui vient enfin, de ce qui s'est passé pour lui hier. Je pense que voilà, c'est trop tôt pour dire. De ce que j'ai cru entendre, il disait qu'il se sentait bien hors du vélo, mais dès qu'il mettait la selle enfin, dès qu'il mettait le cul sur la selle, c'était beaucoup plus compliqué pour lui. Je pense qu'il va trouver des solutions. C'est aussi quelqu'un qui a un profil, tu le disais, Romain, un peu plus tôt dans l'épisode, qui a un profil très spécifique, voilà, qui, pour être performant en très haute montagne, a besoin d'une préparation millimétrée. Voilà, peut-être que pour lui, les mois de cet hiver comptent plus que pour un Jonas Vingegaard, qui est un grimpeur plus naturel. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été, peut-être que la tête n'a pas suivi. On peut pas trop savoir. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Je suis même pas sûr que lui le sache parce qu'il a toujours été assez honnête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça en fait enfin, un des fantastiques, un des mutants. J'aime pas trop ces termes, mais bon, c'est comme ça qu'on les caractérise désormais. Donc on va prendre le pli. Mais qui présente le caractère le plus humain, et c'est ce que tu disais, Damien aussi, c'est que quand on le voit râler, ben, en fait, je pense qu'on se reconnaît tous en lui. À nos toutes petites échelles, on a tendance à râler sur des objectifs qu'on n'atteint pas, et en même temps, le voir donner son bidon, moi j'ai trouvé que c'était une image absolument magnifique, et je partage totalement le fait que je je suis pas convaincu que l'essentiel du peloton aurait réalisé la même chose. Après, maintenant, la question, c'est de savoir vers quel objectif il peut se remobiliser. Parce que les objectifs, ils sont pas extrêmement nombreux. Enfin, selon l'adversité qui sera sur la Vuelta, je suis pas sûr que ce soit forcément une excellente idée d'aller se replonger dans un exercice de 3 semaines avec tous les sacrifices que ça implique pour lui, pour avoir des pics de forme sur ce type d'effort. Et d'ailleurs, voilà, tu as bien fait aussi de le rappeler que sur une défaillance un peu similaire à celle qu'il a connue sur le Tour de France, il y a 2 ans sur la Vuelta, il rebondit directement en allant chercher un succès d'étape dès le lendemain. Donc ça prouve aussi la mentalité de champion qui est la sienne. Et je pense que c'est un peu rapide de faire des raccourcis en disant qu'il a simplement pas tenu. Mais voilà, pour revenir sur les objectifs qui peuvent être les siens, j'ai du mal à voir ce sur quoi il peut se remobiliser parce qu'il tombera forcément sur plus fort sur le Tour de Lombardie. Sur les championnats du monde, on a envie de penser que sur le chrono, ça peut le faire, même s'il y a un profil assez difficile. Mais sur la course en ligne, bah, pareil, il tombera sans doute sur plus fort que lui, et que le mieux qu'il pourrait faire, ce serait d'aller jouer la troisième place, entre guillemets, voire la deuxième, selon qui se présente au départ. Donc voilà, la question, elle est peut-être un peu plus orientée là-dessus. Mais sinon, voilà, aussi content d'avoir vu Remco se battre sur les 2 étapes sur lesquelles il était déjà en difficulté. Je pense que Ouais. l'étape, quand il est lâché sur les pentes du Soulor, on donne pas cher de sa peau et on se dit, il va passer par la fenêtre et puis on va le voir jouer le maillot à poids en troisième semaine. Finalement, il se remobilise bien et voilà, Damien, tu l'as déjà dit et voilà, je pense que ça caractérise aussi son état d'esprit. Encore une fois, c'est un coureur qui est très critiqué parce qu'il a ses jours sans et parce que ça en fait finalement un personnage qui est davantage humain que les super champions qui finalement ne défaillent jamais. Et puis je pense pas que ce soit simplement la normalité. Mhm. Ouais. Bah, c'est vrai quand dès les premiers lacets du Soulor, il lâche, je pense que tout le monde se dit, ouf, il termine à 20 minutes ce soir, c'est foutu, c'est fini. Et malgré ça, il s'arrache. Le lendemain, il démarre le chrono, il est quand même en tête avant Pogacar au premier pointage. On se dit, ah bah, c'est que ça a quand même pas si mal. Et puis dès que ça grimpe, hein, parce que le premier pointage était avant le début le réel début de la pente, ça ne va plus. Euh, et alors, cette image, cette photo qui est superbe et à la fois dramatique, de cette rage dans le visage de Vingegaard qui saute Remco sur la ligne, qui est dépité, qui est le visage. Là, on se dit, il repart pas demain. Et si, il repart quand même, et tout de suite, il sent que ça ne va pas. Donc, tu demandais, Val, est-ce qu'on a des infos en Belgique qu'on n'aurait pas ailleurs? Non, en tout cas pas à ce stade. Euh, Visiblement, il n'y a pas de virus. Il y aurait pas, c'est pas, il ne se sentait pas malade, comme tu l'as dit, Damien, hein, il sentait bien à côté du vélo. C'est vraiment les gens qui tournaient pas, ils n'appuyaient pas assez fort sur les pédales, ils se sentaient vides. Plusieurs coureurs hein, en ont fait les frais. On sait qu'un Lennart Van Eetvelt, Mhm. pour aussi dans le camp belge, c'est exactement la même chose, même si Van Eetvelt a souffert d'une chute en début de tour. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et c'est vrai que euh, Zdeněk Stybar, hein, qui était son coéquipier chez Quick-Step,
disait sur la télévision néerlandophone en Belgique que selon lui, quand tout le projet d'une équipe se métamorphose, hein, on sait que la Quick-Step, enfin la Soudal, c'était historiquement une équipe plutôt de Flandriens. Et là, on change tout pour en faire un projet Remco Tour de France. On aligne toute une équipe pour Remco Tour de France, même s'il y a bien sûr il y avait Tim Merlier. Lui, il disait, tiens, est-ce que malgré tout, peut-être Remco aurait dû, voilà, effectivement, lâcher prise, terminer dans le groupe Eto et revenir en troisième semaine, jouer effectivement les étapes, peut-être le maillot à poids. Euh, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, puisqu'il l'avait fait finalement après sa défaillance sur la Vuelta. Mais comme tu l'as très bien dit, Val, sur la défaillance sur la Vuelta, le lendemain, il gagne l'étape avec plusieurs minutes d'avance sur le deuxième. C'est fou. Ici, 3 jours consécutifs, 3 jours, il se rend compte que ça ne va pas. Et qu'est-ce qu'on va voir sur cette fin de tour? Que de la haute montagne. Donc, moi, je pense que c'est logique et sain de sa part de s'être arrêté. Ça ne remet pas évidemment du tout en question ses qualités. Il a quand même gagné son chrono. Euh, il avait effectivement eu un mauvais jour le premier jour avec cette bordure, mais sans ça, au moment où il met pied à terre ici, il est deuxième au général. Mm. Donc voilà, ça arrive, c'est bien triste évidemment pour le cyclisme belge et bien sûr pour Remco Evenepoel et son équipe. C'est déjà arrivé, il y en aura d'autres. Et voilà, la vie continue, le tour continue. Hmm. Qu'est-ce que vous avez envie de voir dans cette troisième semaine de tour? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous attendez en particulier? On rappelle quand même qu'il reste ces 5 étapes, si je ne m'abuse, 6 étapes même, avec donc Montpellier-Mont Ventoux, hein, c'est ce qui va nous attendre ici au lendemain de la journée de repos, une course de côte, et puis une course dans les vignobles entre Bolène et Valence, peut-être la dernière chance pour les sprinteurs. Et puis on a ces 2 étapes terribles dans les Alpes, avec celle du col de la Lose et puis celle de la Plagne. Une étape qui aurait pu être très intéressante dans le Jura, mais qui risque d'être, entre guillemets, un peu escamotée dans la mesure où on a une toute dernière étape à Paris, qui, peut-être, cette année-ci, ne sera pas cette habituelle déroulée sur les Champs-Élysées, puisqu'on a rajouté des côtes avec la butte de Montmartre. Et là encore, pourquoi pas une possibilité pour attendez, Pogacar de venir s'imposer en jaune sur les Champs-Élysées. Ce serait une image forte, évidemment, de ce Tour de France. À quoi vous attendez pour cette dernière partie du Tour? Vas-y, Val. À plein de choses, je pense qu'il y a plein d'enjeux qui vont s'entremêler dans cette dernière semaine, à commencer donc par les étapes de montagne. Tu l'as dit, je pense qu'il y a 2 étapes que Tadej Pogacar a particulièrement cochées, c'est celle du Mont Ventoux et celle du col de la Loze, sous prétexte déjà qu'il n'y a pas forcément brillé par le passé, et que ce sont des étapes qui arrivent dans des lieux assez mythiques. Donc je pense que là, on va vouloir le voir marquer de son empreinte encore un petit peu plus le Tour de France. Donc voilà, déjà ça, je pense que c'est le premier enjeu. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce que son équipe va lui permettre aussi d'accéder à ses succès de référence, même si je pense que voilà, il n'a pas forcément besoin d'une équipe voilà, à un niveau stratosphérique non plus pour y parvenir. On a déjà parlé de sa domination. C'est pas forcément ce qui va le plus m'intéresser, moi, de mon point de vue, dans cette troisième semaine. Je pense qu'on a une belle étape de la Plane qui pourrait sourire à des beaux baroudeurs grimpeurs. Je pense que celle-ci, elle est cochée par quasiment tous les grimpeurs qui veulent accrocher une victoire d'étape. Arensman l'a déjà eu, il l'a déjà eu sur un terrain un petit peu différent, donc je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui voudra la prendre. Donc voilà, je pense que celle-ci, elle va être sympa à voir. Et donc je suis obligé, on en a déjà parlé, mais je suis obligé de mentionner Jordan Vegat. Euh, euh, Est-ce qu'il va réussir à aller chercher le top 10? Est-ce qu'il va réussir à aller s'approcher des tout meilleurs grimpeurs dans ce registre-là pour aller glaner un succès d'étape? Moi, c'est vraiment bon. C'est déjà un petit peu le fil conducteur de notre suite Tour de France, pour être tout à fait honnête. Parce que voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est le tout premier coureur qu'on a interviewé, donc ça nous témoigne un attachement particulier pour Jordan. Après, moi, je suis aussi impatient de voir le sprint entre Milan et Merlier à Valence. 6 sprints il y a, et de voir si Milan va réussir à rester d'une courte tête devant Pogacar au classement du maillot vert. Pourquoi pas en s'accrochant sur les pentes de Montmartre pour aller faire un dernier sprint sur les Champs-Élysées. Voilà, je pense qu'il y a plein d'enjeux. Est-ce que Lenny Martinez va réussir à aller chercher le maillot à poids un petit peu dans le même registre que Jonathan Milan? Bon là, petit spoiler, je pense pas. Je pense que Pogacar a trop gros à aller chercher sur cette troisième semaine sur les arrivées au sommet qu'il souhaite remporter. Donc voilà, je pense qu'il y a plein d'enjeux, pêle-mêle un petit peu comme ça. Voilà ce qui me vient en tête, sans avoir extrêmement préparé cette rubrique. Et d'instinct, c'est ce qui me vient. Ouais, bah, je suis assez d'accord. En fait, je pense que si on arrive, même si on a Pogacar chaud, on verra bien. Effectivement, je pense que Ventoux
en course de côte, je vois pas très bien comment ça va échapper aux favoris. La Lose, ça pourrait, mais je pense aussi qu'il va vouloir la gagner. Mais ça pourrait être popcorn toute la journée. Faut voir si UAE contrôle tout de suite et que bon, les mecs ils se disent ouais ça va, c'est mort aujourd'hui ou si vraiment ça explose partout. Tout à fait raccord. La Plagne, ça va être normalement une superbe étape. Moi, Pontarlier, j'ai envie de croire que ça va être bien aussi. Montmartre, c'est quand même sympa. Je sais qu'il y en a qui regrettent parce que pas une vraie occasion pour les sprinteurs sur les champs, c'est un peu mythique, etc. Moi, je n'ai jamais été très hypé par cette histoire des sprinters sur les Champs-Élysées où il n'y a rien qui se passe, où c'est une procession. Donc, je suis assez content qu'il y ait Montmartre. Et t'as dit pour le vert, en fait, ça allait être sur mon papier, j'avais noté, sur ma feuille, j'avais noté, je vais répondre par une question. Est-ce que vous pensez, et je vais quand même vous poser la question du coup, est-ce que vous pensez que Pogacar, il en a quelque chose à faire du vert? Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aurait pas, il peut l'avoir entre guillemets par défaut, sans même vouloir le jouer, mais à force de gagner des trucs. Mais est-ce que Comme vous le pensez poids. qu'il peut en faire un objectif? Oui, comme les points. Moi, je pense qu'il s'en fiche et je pense qu'on a eu un point de réponse assez intéressant. Je crois que c'était hier. Enfin, je sais plus exactement sur quelle étape, mais il a moyen d'aller jouer le sprint intermédiaire sur une étape ou un minima d'aller marquer des petits points sans faire d'effort et puis il le fait pas. Donc, je pense que c'est assez symptomatique de son état d'esprit sur la question. Mhm. Et tu parlais de Milan Pogacar. Et comme ça, Romain, tu donneras ton avis à la fois sur la volonté de Pogacar et sur ma question suivante. Van der Poel, on le sort totalement du jeu? Je sais que c'est la montagne, mais il a l'air de vouloir. Il y a des sprints intermédiaires, il y a Pontarlier, Montmartre, et s'il allait gagner sur les champs, lui. Moi, je pense qu'il avait besoin des points de l'étape du jour pour aller chercher le maillot vert. Il y a les sprints intermédiaires, comme tu le dis, en plus, ils interviennent souvent de manière plutôt bien positionnée dans les étapes. En tout cas, pas après le plus gros des difficultés. Je sais pas, mais je pense quand même qu'il avait besoin de marquer gros aujourd'hui. En plus, il y avait 50 points à marquer aujourd'hui. Bon, l'étape était trop dure pour lui, enfin, on l'a rapidement vu, Hmm. mais voilà, je pense que ça va être un peu juste. Mais effectivement, s'il gagne à Paris sur l'étape de Pontarlier, ça peut le relancer. Et qu'il joue les sprints intermédiaires d'ici là, ça peut le relancer, ça peut le remettre dans le match et faire en sorte qu'il soit maillot vert à Paris. Ouais. Ouais, on a quand même un risque de voir Pogacar en vert déjà au soir du Ventoux, hein. Il y a quand même Mhm. 30 points Il y a qui sont 30. donnés Il y a Ouais, ouais. 30. ouais, ouais, au sommet du Ventoux. Étape accidentée. Oui, c'est un peu. Euh, Enfin, bref. et pour ça, donc, ça voudrait dire que si Pogacar prend 30 points et que Milan n'en prend aucun, alors forcément, Milan n'ira pas prendre des points au sommet du Mont Ventoux, mais dans l'échappée, il faudra voir. C'est le genre d'étape où on va avoir une échappée de 30 mecs qui vont essayer de tenir face à Pogacar qui va démarrer derrière au pied du col. Ben, si Milan ne prend rien et que Pogacar gagne l'étape, Pogacar aura 2 points d'avance sur Milan. Et là, effectivement, il restera quelque part quelque chose d'assez assez amusant. Il restera les étapes de Valence, dans une moindre mesure de Pontarlier et de Paris, qui sont plutôt faites pour effectivement des sprinters, punchers, baroudeurs. Et puis on a les étapes dans les Alpes qui donnent moins de points, mais où effectivement on ne voit pas Pogacar donner les étapes, les victoires d'étape et donc les points qui vont avec. Euh, je pense que Pogacar ne se soucie pas trop de ces 2 maillots, que si à un moment il a l'occasion de le laisser filer, il le fera comme il l'a fait pour Arensman, pour ne pas non plus mettre l'entièreté de la planète cycliste à dos. Euh, mais ça va être très difficile et j'espère déjà que Milan va réussir à rentrer dans les délais dans chacune des étapes qui vont venir parce que Exactement. on a quand même vu aujourd'hui qu'il était fatigué aussi. Mhm. Jusqu'ici, il a très très bien, je trouve, tenu la distance, hein. Il a régulièrement, euh, il est régulièrement arrivé dans un petit groupe avant les derniers vraiment coureurs dans les étapes de montagne. Donc, il a montré qu'on pouvait lui faire confiance, mais la fatigue commence à s'accumuler. Après, voilà, il a déjà connu ce genre de situation sur le Giro, donc voilà, Oui. il y a quand même encore pas mal de suspense effectivement pour le maillot vert. Pour le maillot à pois, ça dépend. Je trouve qu'effectivement, un Lenny Martinez, bah, forcément, sans surprise, c'est le seul qui va pouvoir rivaliser parce que on a beaucoup parlé d'un Timon Arensman qui, avec sa victoire à Superbannière, replaçait le Néerlandais dans le classement. Voilà, il y a trop de retard déjà maintenant, sachant ce qui va arriver, que pour tenter, je pense, de rivaliser. Donc, si Lenny Martinez ne va pas gagner au Mont Ventoux, et je lui souhaite ici pour la reprise, ça va vraiment être difficile parce que les points que les ogres vont marquer à la Plagne et à Courchevel, enfin à la Lose,
ils vont forcément rentrer dans la balance et ça risque de faire tomber la balance du côté de Pogacar. Et juste pour faire un tout petit retour sur Milan, effectivement, tu parles des délais. Oui, il l'a déjà fait sur le Giro, mais ici, tu as l'impression que justement, le barème étant fait comme il est, ça fait quelques fois qu'il fait des efforts et des efforts et des efforts Pour rien. qu'il risque de payer parce qu'il sait qu'il faut prendre cette avance en fait. Et aujourd'hui, il est limite, mais hier, il fait 1000 efforts. Je vais pas dire en trop parce que je comprends, mais oui, tous ces efforts-là, ça risque de payer, effectivement. D'autant qu'il ne marque pas de points en plus. Donc, Ouais. ouais, en fait, c'est même pas tant le fait de faire des efforts, c'est le fait de les faire pour rien. Mhm. Mais je comprends la volonté Bien et sûr. c'est beau à voir d'ailleurs, hein, mais Ah bah c'est voilà. chouette hein, de voir quelqu'un se battre comme ça pour un maillot distinctif et le ramener à Paris, alors même que. Bon, je mise encore sur lui, mais effectivement, il ne faudrait pas le voir, comme tu dis, Romain, défaillir dans l'étape de Valence, parce que c'est l'occasion pour lui de marquer gros, mais en même temps, c'est assez escarpé avant. Donc voilà, j'espère qu'on aura un duel Milan-Merlier, mais c'est pas non plus 100% garanti, selon Mhm. comment c'est couru. Ouais, ouais. En tout cas, il y a encore des choses qu'on va pouvoir se mettre sous la dent dans cette troisième étape, même si effectivement tout semble déjà dit, en tout cas pour le maillot jaune et la victoire finale. Il y a encore donc beaucoup de choses qui vont se décider. Bah, déjà de belles étapes à voir malgré tout. Et puis effectivement, encore trois maillots distinctifs qui cherchent le preneur, le porteur sur le podium à Paris. Et donc, bah, ça va offrir en théorie une troisième dernière belle semaine dans ce Tour de France 2025. Val, un grand merci en tous les cas d'être venu débriefer cette deuxième semaine avec nous sur le petit plateau. Et ben, on rappelle évidemment à tous nos auditeurs que si vous avez envie d'écouter pas mal de pros, en tout cas de personnes qui gravitent dans le milieu du pro, enfin des pros, pardon, il faut évidemment courir sur votre podcast. Le dernier en date, je pense, c'est Stéphane Goubert, hein, Exactement. qui est donc DS chez Groupama et qui raconte un petit peu l'envers du décor, finalement, ce qu'on connaît moins bien, nous, en tant que suiveurs, quand on regarde les courses du bord de la route ou derrière notre poste de télévision. C'est à écouter, évidemment, sur votre podcast. En tout cas, donc, merci, Val, d'être venu avec nous ici sur le petit plateau. Bah, merci à vous pour l'invitation. Franchement, c'était trop chouette de passer de l'autre côté de la barrière, de passer d'auditeur à acteur du podcast. Et j'en profite pour vraiment vous féliciter pour tout ce que vous faites, à la fois avec vos comptes perso, mais aussi avec du coup le petit plateau. Les podcasts sont toujours d'une très très grande qualité. Je pense que voilà, on s'accorde tous pour le dire. Et donc voilà, c'était un honneur d'être reçu parmi vous. Et voilà, qu'on ait un petit peu basculé outre-Quiévrain et que vous m'ayez accepté pour parler de cette semaine du Tour de France. Et évidemment, à disposition pour refaire ce genre de petits crossover à l'avenir, que ce soit sur notre compte ou sur le vôtre. Ouais, C'est et noté. on a compris, on supporte donc Jordan Gégat pour une Voilà, victoire ce sur ce sera le Tour mot de de la fin France, pour moi. la belle victoire française de ce Tour de France 2025. Euh, donc effectivement, Val, tu étais avec nous. Alexis n'était pas avec nous, on le salue évidemment bien fort, Alexis, qui est quelque part dans un avion pour l'instant entre l'Europe, l'Asie, enfin il vous racontera tout ça si ça vous intéresse. Mais quand même une petite stat intéressante parce qu'Alexis c'est notre monsieur chiffre et comme ça on le met aussi un peu dans ce podcast. Alexis avait calculé que sur ce Tour de France 2025, que ce soit Remco Evenepoel, que ce soit Jonas Vingegaard et même Tadej Pogacar, tous ces mecs poussent moins de watts par kilo que ce qu'il avait poussé en 2024, en tout cas jusqu'ici, au terme de la 14e étape. Il avait donné ça ici la veille. Voilà une stat encore intéressante, peut-être qui pourrait aussi nous montrer certaines choses, certains apports de produits qui ont été interdits depuis, qui peut-être avaient une incidence très très forte l'année passée. Alexis n'était pas là, on le salue évidemment bien fort. Par contre, Damien était là, comme à chaque fois fidèle au poste. Damien, je te souhaite une bonne fin de Tour de France également, 2025. À toi aussi, à Val aussi, et on n'oublie pas Thomas, hein, qui ne pouvait pas se libérer parce que Bien on sûr, comprend qu'il donne la priorité aux tours et aux montagnes, on aurait tous fait pareil. exactement. Et une bonne fin de tour à tous ceux qui nous écoutent, bien évidemment. Voilà, ciao, ciao, merci beaucoup et à bientôt, hein. Ciao! À très bientôt, merci beaucoup.